Bonjour tout le monde, bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire. C'est le 12e de l'IFJR. On est vraiment ravis de vous retrouver ici. On va attendre une minute ou deux le temps que les autres personnes puissent arriver parce que nous avons une 150aine de personnes inscrites, donc on sera jamais autant, mais en tout cas, on va les attendre un petit peu. Donc merci beaucoup à tout le monde. Merci aux personnes qui viennent d'arriver. Quelques petites règles, ce qu'on essaye de faire, c'est, de faire en sorte que vous ayez vos ah, donc je reprends. On essaye de faire en sorte que vous ayez, vos micros qui soient désactivés, le temps au moins de la présentation. Vous aurez l'opportunité de poser des questions ici. Je viens de vous envoyer un petit message, dans le, dans le chat, Vous aurez aussi l'occasion à la fin, du webinaire de poser des questions à Delphine Griveaux et c'est un webinaire qui va être enregistré et qui sera disponible en replay pour pouvoir le revoir, pour pouvoir, réécouter si vous avez des informations qui vous plaisent, si vous avez des informations qui vous interrogent. Voilà. Donc il est 32, on va commencer comme ça, sans plus attendre. Donc d'abord faire une présentation. Je suis Noémie Coulet, je travaille à l'Institut français pour la justice restaurative et je suis coordinatrice de l'antenne Sud-Est. Et à l'Institut, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Griveaux, qui est attachée, temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris-Nanterre. Où tu enseignes les études de genre et les méthodes d'enquête en sciences sociales. Tu es docteur en sciences politiques et sociales à l'Université catholique de Louvain et à l'Université Paris-Nanterre. Et tu as soutenu une thèse sur la justice restaurative en France, c'est ce dont tu vas nous parler. Tu as également travaillé sur la justice transitionnelle en Côte d'Ivoire et sur les politiques de mémoire relatives aux attentats du 13 novembre 2015. Et tu es lauréate en 2019 du prix Pimans de l'Académie royale de Belgique pour ton enquête sur la justice restaurative en France. Et on est vraiment super, super, super heureuse de te retrouver aujourd'hui. Tu vas nous parler de ton travail de recherche. Donc, sans plus attendre, eh bien, je te laisse commencer à la présenter et merci beaucoup encore. Merci à toi pour la présentation. Merci à l'IFJR pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous qui vous êtes connectés aussi durant votre pause déjeuner. Donc ensemble, on va parler d'une longue enquête que j'ai menée sur le monde de la justice restaurative en France entre 2016 et tout début 2020. Et puis de quelques-unes des analyses que j'ai pu tirer à partir de là dans ma thèse de sociologie politique, donc dans ma thèse de doctorat en sociologie politique. Clairement, on n'aura pas le temps de tout dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les grandes lignes de la démarche de la recherche. Et puis, j'ai choisi en fait 2 questions qu'on va aborder plus spécifiquement. La première, c'est quel est le rôle de l'État dans le développement de la justice restaurative. Et la seconde, c'est qu'est-ce qui fait que la justice restaurative tient encore aujourd'hui, malgré une politique publique qu'on aura décrite comme faible. Donc, en fait, 2 grandes parties dans cette présentation aujourd'hui. Une première au cours de laquelle je présente l'enquête, la démarche, la manière dont j'ai appréhendé la justice restaurative sur le territoire. Et puis une seconde partie sur les enseignements de cette recherche, et donc plus particulièrement autour de ces 2 grandes questions que j'ai évoquées, que je viens d'évoquer. Alors, un petit préambule d'abord, pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas particulièrement familiers ou familières avec la recherche en sciences sociales. Je voulais faire un petit point sur qu'est-ce qu'on peut attendre d'une thèse de sociologie politique, et puis de celle-là en particulier. Donc, il n'y a qu'un seul enjeu, en fait, c'est de produire une connaissance la plus proche possible du réel. À chaque fois, c'est sur un objet de recherche prédéfini. Ici, donc, c'est sur les développements de la justice restaurative en France et ce que ces dynamiques nous disent du fonctionnement des mondes judiciaires et parajudiciaires. Par parajudiciaire, je vais répéter ce terme plusieurs fois, j'entends
en fait, les associations d'aide aux victimes et les associations socio-judiciaires. Donc, produire cette connaissance, ça demande 3 ressources, une longue durée, un investissement important de la chercheuse sur son terrain et une indépendance par rapport aux enjeux qui peuvent avoir cours pour les praticiens, des enjeux financiers, des enjeux politiques, des enjeux personnels, moraux, etc. Et ce sont ces 3 ressources qui n'existent que dans la recherche qui en font sa plus-value. Et donc, parce qu'elle reste à distance de ces enjeux, ce qu'il ne faut pas en attendre, en fait, c'est une évaluation de type « est-ce que ça marche ou pas ?» un jugement moral de type « est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ?» ou encore des recommandations de bonnes pratiques. La sociologie politique, elle s'intéresse au fonctionnement de la société et de ses institutions, elle n'essaye pas de les changer. Vous allez me dire, c'est dommage quand même. Mais en fait, c'est bien parce qu'elle n'essaye pas de les changer, qu'elle parvient à accueillir ce qui se passe tel que ça émerge du terrain, tel que ça se déroule et est vécu dans la réalité, dans son contexte ordinaire. Donc, elle ne se pose pas la question de si tel protocole est bien respecté ou pas, si les gens sont satisfaits ou pas. Elle se pose la question de qu'est-ce qui se passe ici, point. Ensuite, évidemment, cette connaissance indépendante, rigoureuse, on la met à disposition de la société. C'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, aux institutions publiques, aux professionnels concernés, en publiant et diffusant nos travaux. Et puis après, à eux, à vous, en fait, de voir ce que vous voulez en faire. Voilà, c'était un petit préambule qui m'a paru intéressant. Maintenant, moi, comment je m'y suis prise pour produire de la connaissance sur la justice restaurative en particulier? Alors, l'enquête, elle a consisté en une immersion prolongée dans le monde de la justice restaurative, dans toute son hétérogénéité, c'est-à-dire en fait bien au-delà de ce que fait l'IFJR, et ce, durant plus de 3 ans, à un rythme hebdomadaire. Donc, elle s'est déroulée entre 2016 et tout début 2020, je le disais tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le terrain, pendant plus de 3 ans, c'était de re-rentrer dans ce monde chaque semaine par une porte différente. Donc, différents programmes de justice restaurative, mais aussi des réunions de travail, des événements, des colloques, des formations, et puis d'innombrables échanges formels ou informels avec les gens qui peuplent ce monde, on va le dire comme ça. Donc, ça représente 18 villes différentes en France et puis quelques incursions en Angleterre, en Belgique et au Québec. Des dizaines et des dizaines de documents juridiques, organisationnels, personnels récoltés. Des centaines et des centaines d'heures d'observation directe qui matériellement donnent lieu à 45 carnets de terrain noircis de A à Z de notes manuscrites d'observation. Et à ça s'ajoute la réalisation de 71 entretiens semi-directifs de type récit de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on retrace toute la trajectoire de la personne, en fait. Tous ces entretiens ont été, ou quasiment tous ont été enregistrés. La durée, elle est variable. C'est allé jusqu'à 4h42 d'entretien. Voilà. Et donc, tous les enquêtés appartiennent à des secteurs différents, mais ils ont tous en commun de s'être investis à un moment donné dans le monde de la justice restaurative. Voilà, et donc on se retrouve à la fin avec tous ces carnets de terrain, avec les retranscriptions des entretiens, avec les documents récoltés. C'est ce qu'on appelle les données de terrain. Ce sont toutes des données originales et c'est à partir de là que j'ai travaillé pour écrire la thèse. Donc, je vous ai présenté un peu les sciences sociales, l'enquête. Maintenant, on va enfin parler de justice restaurative à proprement dit. Et pour ce faire, avant toute chose, je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'on parte du principe que nous avons toutes et tous la même définition ou la même appréhension de la justice restaurative en France. Vous le savez peut-être, mais il se trouve que coexistent sur notre territoire différentes définitions de la justice restaurative. Il y a des désaccords, il y a des tensions autour de ce qu'elle est et de ce qu'elle devrait être. Ou en tout cas, c'était clairement le cas au moment de mon enquête, mais je n'ai pas l'impression que c'est fondamentalement changé. Et donc, il faut que je vous explique comment moi, j'ai considéré la justice restaurative pour que vous compreniez la suite, en fait.
Alors, sociologiquement, j'avais aucune raison de trancher ces débats. Bien au contraire, moi, je suis arrivée en fait sans présupposer ce que la justice restaurative englobait comme idée et comme pratique. J'ai pris pour justice restaurative tout ce qui se donnait à voir en ce nom en France depuis la fin des années 90, c'est-à-dire depuis que le terme a émergé en tant que tel sur le territoire. Donc, la manière que j'ai de la définir aujourd'hui, habituellement, c'est de dire que la justice restaurative, c'est un ensemble large de pratiques et un discours de remplacement ou de réforme du système pénal contemporain. Le discours, il reproche à la justice pénale d'être trop verticale, trop froide, parfois violente pour les justiciables, qu'il n'y aurait que trop peu de place en comparaison des professionnels de justice. Ça, c'est l'idée qu'on retrouve souvent dans les textes fondateurs de la justice restaurative, selon laquelle les professionnels du droit volent leurs conflits aux personnes. Le discours de la justice restaurative, il reproche également à la justice pénale une logique de punition plutôt tournée vers le passé, à laquelle on préférait une logique de réparation plutôt tournée vers l'avenir. Les pratiques restauratives, elles essayent d'opérationnaliser ce discours, de le concrétiser. En France, elles sont assez diverses. Elles existent à l'intérieur du champ pénal, mais aussi à l'extérieur du champ pénal. Par contre, il y a une version majoritaire très claire. Elles sont, dans leur grande majorité, mises en œuvre au sein du système pénal, le plus souvent en post-sententiel, par des professionnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation et de l'aide aux victimes. Du coup, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, mais en intégrant le système pénal et en se positionnant dans les mains de groupes professionnels déjà existants, en fait, ces pratiques, elles s'en retrouvent en partie transformées par des logiques puissantes qui étaient là avant et qui ne sont pas les siennes, puisqu'elles sont celles du système déjà en place ou celles de ces groupes professionnels déjà existants. Donc, en somme, la justice restaurative, dans sa version majoritaire, elle vient essayer de transformer le système de l'intérieur, mais elle se retrouve plus transformée elle-même que l'inverse. Alors, pourquoi c'était important de commencer par brasser large au moment de l'enquête ? D'abord parce que pour pouvoir repérer les pratiques majoritaires, encore faut-il avoir un panorama plus ou moins exhaustif de ce qui existe. Et puis surtout, la justice restaurative n'avait jamais encore été étudiée empiriquement, c'est-à-dire par une enquête de terrain, avec les outils ordinaires des sciences sociales. Et c'est une grande force de la thèse de pouvoir en dresser un portrait collectif, en tout cas en 2019, puisque ce panorama est encore relativement méconnu, même aujourd'hui d'ailleurs, y compris parmi des gens qui s'intéressent de près à la justice restaurative. Du coup, je vous fais un petit point sur ce panorama et puis après, on passera aux enseignements plus précisément de cette recherche. Donc aujourd'hui, là, vous êtes connecté à un webinaire de l'IFJR. Donc, a priori, vous connaissez l'IFJR qui coordonne et met en œuvre en fait quand même la grande majorité, l'immense majorité des rencontres entre détenus ou condamnés et victimes et des médiations restauratives en France. Ces deux pratiques sont les pratiques majoritaires en France aujourd'hui. Enfin, les pratiques les plus nombreuses, pardon. Mais il y a d'autres associations qui ont moins de surface institutionnelle et territoriale, certes, mais qui mettent aussi en œuvre de la justice restaurative. Il y a l'ARCA, il y a Question de justice, il y a Prison Fellowship, par exemple. Et donc, il y a d'autres pratiques, d'autres protocoles. Je vais peut-être en citer quelques-uns. Il y en a que vous connaissez, je pense. Donc les cercles de soutien et de responsabilité, les cercles d'accompagnement et de ressources. Ça, je pense que pas mal d'entre vous connaissent ces cercles ou une de leurs versions développées originellement au SPIP de la Drôme qui s'appelle les parrainages de désistance. Donc, qui réunissent tous des bénévoles autour d'un futur sortant de détention ou sortant de détention. Relativement connus également les cercles restauratifs et les conférences familiales. Alors, au moment de mon enquête, ces pratiques, elles sont quasiment exclusivement mises en œuvre par Question de justice à destination des mineurs.
c'est encore plutôt le cas aujourd'hui. Mais donc moins connu, et c'est ça que je voulais apporter aujourd'hui. La justice restaurative, elle est aussi pratiquée, par exemple, sous forme de jeux de rôle, qui invitent les auteurs à se décentrer et à figurer leurs victimes et l'échange qu'ils pourraient avoir, et ce, au cours de stages de citoyenneté, de modules de prévention, de programmes de prévention de la récidive à destination d'auteurs de violences conjugales. En fait, ces outils, ils ont été développés par Citoyens et Justice et l'ARCA dans un programme de recherche-action commun lancé en 2016, et certaines associations continuent à les mettre en œuvre aujourd'hui. La justice restaurative, elle est pratiquée aussi au travers du programme Sycomore de Prison Fellowship, qui est un programme qui est réalisé en prison auprès de groupes d'une vingtaine de détenus, avec le soutien d'une dizaine de bénévoles, on peut appeler membres de la communauté si on veut. Et ça, c'est un programme de responsabilisation sur 6 sessions, sur 6 semaines. Et en session 3 et 6 interviennent des victimes de crimes qui viennent dialoguer avec les détenus. Et puis, il y a toutes les pratiques hors champ pénal. À l'époque de ma thèse, j'avais rencontré les artisanes du dialogue à Lyon qui formaient au cercle restauratif dans des situations en fait, qui avaient en commun le vivre ensemble, mais donc ça pouvait être au sein d'une colocation, d'une famille, d'une entreprise. Voilà. Il y avait un service aussi de justice restaurative hors champ pénal à Carcassonne. Enfin, voilà. Donc, il y avait des services, il y avait des pratiques hors champ pénal aussi. Voilà pour ce panorama. On la pratique dans l'école aussi aujourd'hui, je lis. Et oui, exactement. Et Question de justice a beaucoup travaillé avec des écoles d'ailleurs. Une dernière petite précision avant de passer aux enseignements de la recherche, c'est que donc, vous avez bien compris, l'enquête, elle s'est déroulée entre 2016 et 2019, au début 2020. C'est pour ça que je parle assez peu des pratiques chez les mineurs, puisque l'expérimentation nationale de la PJJ, c'était 2019-2020. Ça s'est développé à partir de là. Bon, il y a eu le Covid en 2020, donc ça a commencé vraiment à prendre son essor plutôt du coup 2021, on va dire, enfin assez récemment. Et donc, c'est vrai que même si je vais distiller quelques petites informations, puisque je continue à enquêter aujourd'hui sur la justice restaurative, ça n'a pas fait l'objet de ma thèse. Voilà. Ma thèse n'a pas porté sur la justice restaurative chez les mineurs. Donc, on en est où dans le timing? Timing, j'ai combien de temps? Il te reste encore 20-25 minutes. Voilà. Ah ouais, ça va, c'est bien. Ok, on est bien. Très bien. Donc, deuxième grande partie, les enseignements de cette recherche. Dans la thèse, ces enseignements, ils sont organisés autour d'un même fil rouge, qui est en fait la question qui m'a animée depuis que je suis tombée sur l'existence de la justice restaurative dans le Code de procédure pénale en France. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient faire là, cette espèce d'ovni, dans un contexte de politique pénale que je savais aller plutôt vers le punitif et le gestionnaire. Cette surprise, c'est le point de départ de ma thèse, en fait. Et cette question, elle est restée son fil rouge durant tout le long de mon travail. Après, évidemment, je l'ai affinée. Je l'ai notamment affinée en plusieurs questions successives qui structurent ma thèse, en fait. Il y a 5 grandes questions qui font 5 grands chapitres. Ces grandes questions, c'est premièrement, comment la justice restaurative émerge-t-elle? Ensuite, comment s'organise-t-elle? Et puis, comment se développe-t-elle? Et les 2 dernières questions, ce sont par quels investissements personnels et professionnels se maintient-elle? Et enfin, par quels investissements sociopolitiques se maintient-elle? Comme ça, vous avez une idée de la progression de la thèse, mais encore une fois, on ne va pas pouvoir rentrer dans le cœur de toutes ces questions aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc, je vais simplement là vous résumer très, très, très brièvement sa trajectoire et insister sur le rôle de l'État dans son développement, et puis sur le rôle des professionnels, en fait, dans son maintien, ce qui correspond dans ma thèse, en gros, au chapitre 3 et 4, au milieu de la thèse.
Elle émerge, la justice restaurative, à la fin des années 90, dans le milieu universitaire, en France, je parle. Un milieu universitaire qui était déjà intéressé au mouvement pour la médiation des années 70-80 et qui était déjà fortement connecté à des médiateurs et des criminologues étrangers, et notamment québécois. Mini parenthèse, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc avant même la justice restaurative, il y a un mouvement pour la médiation dans tous les domaines de la vie sociale qui prend son essor dans les années 80 et qui est en quelque sorte l'ancêtre de celui de la justice restaurative, celui pour la justice restaurative. Le mouvement pour la justice restaurative, il se construit sur les mêmes bases que celui pour la médiation, mais, et je ne rentre pas dans les détails, il emprunte autour de l'année 2000 une tangente qui lui permet d'exister par lui-même, et ce, sous l'égide du criminologue Robert Cariou. Il y a énormément d'ellipses dans ce que je dis, mais si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai après. On est au début des années 2000, la justice restaurative commence à exister par et pour elle-même. À la fin des années 2000, la justice restaurative, elle va sortir de ce milieu universitaire, elle va commencer à s'ouvrir et à s'inscrire dans d'autres champs, notamment celui de l'aide aux victimes et celui de la pénitentiaire, sur lesquels elle va durablement appuyer son développement. Elle voit également commencer à se multiplier les acteurs, les individus, les organisations qui s'y intéressent et qui s'y investissent. Et ces derniers vont profiter d'un contexte politique favorable à partir de l'élection présidentielle de 2012 pour promouvoir la justice restaurative auprès du ministère de la Justice et de l'Assemblée nationale et faire inscrire dans le code de procédure pénale, en fait, la justice restaurative à travers la réforme du 15 août 2014. Alors, à obtenir l'intégration dans le système pénal, elle s'en remet en quelque sorte à l'État, dans l'espoir, j'imagine, d'acquérir les moyens et la légitimité pour se développer. Et de fait, en l'état actuel des choses, la justice restaurative, elle est dépendante en fait de différentes composantes de l'État, c'est-à-dire du ministère de la Justice, des juridictions, des services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse. Plus précisément, c'est le ministère qui finance les associations spécialisées de justice restaurative ainsi que les projets de justice restaurative qui sont portés par les associations locales d'aide aux victimes. Alors, dans ce dernier cas, au travers de l'enveloppe dédiée qu'ils laissent le soin au cours d'appel de distribuer dans le cadre de leur politique associative. Deuxième point, sur cette dépendance, ce sont les magistrats qui contrôlent l'opportunité des mesures ou qui vont décider ou non la levée d'une interdiction de contact, de rentrer en contact. Et troisième point, ce sont l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse qui emploient une partie des animateurs de la justice restaurative, que sont donc les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et les éducateurs de la PJJ. Donc tout ou presque dépend de l'État. Reste à savoir quel rapport l'État a à la justice restaurative, quelle politique publique il met en place pour elle ou contre elle. Suspense. Première étape, après le vote de la réforme d'août 2014, une enveloppe budgétaire est fléchée vers la justice restaurative au sein du programme 101 du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, le SADJAV. C'est d'abord je vais revenir en fait sur les montants exacts. Ensuite, il y a une circulaire d'application qui est venue en mars 2017 dessiner une politique publique en faisant plusieurs choses. D'abord, en précisant les modalités d'application de la justice restaurative. Ensuite, en envoyant un signal favorable à son développement.
Et puis surtout en créant un comité national de la justice restaurative qui réunit différentes directions du ministère de la Justice et qui est chargé, en tout cas, voilà, sur le papier, de coordonner son développement sur le territoire. Enfin, en 2020, ce comité rend un travail, un guide de mise en œuvre de la justice restaurative qui est destiné à encourager les professionnels à s'en saisir. Ces éléments, cette enveloppe budgétaire, la circulaire d'application, le comité, ce guide, ce sont, au moment de mon enquête, donc entre 2016 et tout début 2020, à peu près les seuls signaux de l'existence d'une politique publique de justice restaurative. Et alors, pour entrer un peu plus précisément là-dedans, et notamment dans cette enveloppe budgétaire, hein, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, l'enveloppe budgétaire, en fait, elle reste maigre à l'échelle du territoire. Je vais revenir sur les montants exacts. Et puis surtout, elle ne concerne pas les fonctionnaires des services pénitentiaires d'insertion et de probation et de la PJJ. Les CPIP, ils s'investissent dans la justice restaurative à budget et charge de travail constant, sauf rares décharges de quelques dossiers. Alors, de son côté, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse semble aujourd'hui adopter une politique un petit peu plus volontariste, puisque récemment, sur le terrain, on a pu croiser des postes dédiés. Mais là, il faudrait encore terminer l'enquête en cours pour pouvoir être plus précise là-dessus. Et donc, j'en viens à cette enveloppe. Pour illustrer sa légèreté, j'ai sorti les chiffres de 2021 pour le coup. Et donc, l'enveloppe dédiée à la justice restaurative à ce moment-là, elle est de 408 000 €. Ces 408 000 €, ils sont à rapporter aux 32,1 millions d'euros dédiés à l'aide aux victimes au sein du programme 101 du SADJAV en 2021. Donc, ça veut dire qu'ils représentent 1,27% du budget dédié à l'aide aux victimes. C'est sous pour la justice restaurative. Là-dedans, dans ces 408 000 €, il y a un peu moins de la moitié qui finance l'IFJR et l'ARCA. Et le reste est destiné aux associations d'aide aux victimes qui demandent des financements pour des projets de justice restaurative. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour l'aide aux victimes, ça représente une dizaine de salariés employés à 75%, plus quelques crédits de fonctionnement. Donc théoriquement, on fait reposer la pratique de la justice restaurative sur 10 personnes, dont le contrat consiste en un CDD à 75%, sans visibilité à plus d'1 an, puisque comme vous le savez, ces subventions, il faut les renouveler. Elles sont incertaines d'une année sur l'autre, il faut les renouveler tous les ans. Voilà, c'est théorique puisque c'est très difficile de retracer en fait exactement comment circule l'argent. Comment il est utilisé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore retrouvé ces 10 postes sur le terrain. Mais voilà, je ne désespère pas. Peut-être qu'ils vont se manifester durant ce webinaire. Ou en tout cas, pas à 75%. Parce qu'il y en a, hein, mais voilà. Donc, de manière générale, cette politique publique, pour l'heure, elle est de faible intensité. C'est beaucoup plus juste de dire que l'État laisse faire les convaincus de la justice restaurative à petit budget, au gré des localismes et des bonnes volontés individuelles. Je voulais partager avec vous un bout d'entretien avec l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui est signataire de la circulaire de mars 2017, qui m'a proposé une piste d'explication. Donc, je vais vous la livrer telle quelle. Donc, je cite Jean-Jacques Urvoas. C'est une idée, ce sont des pratiques qui sont d'abord portées par les assos. Ça ne vient pas de l'État. Il n'y a pas eu de réflexion au sein de l'État là-dessus, c'est venu de l'extérieur. Christiane Taubira ne fait que donner le feu vert, et ça conditionne les moyens qui sont mis après pour la développer. Quand l'État génère lui-même une politique, il intègre immédiatement le fait qu'il faudra la concrétiser, et donc sa dimension financière,
Alors que quand ça vient de l'extérieur, ça peut relever juste du « pourquoi pas ». Après tout, ça n'a pas l'air de coûter trop cher, on ne me demandera pas de compte parce que ce n'est pas totalement éprouvé, donc pourquoi se fermer à une idée ? Christiane, Taubira, quand on lui a apporté l'idée, je suis convaincue qu'elle s'est dit « pourquoi pas ?» Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans la direction de l'administration pénitentiaire ou les services judiciaires qui porte cette politique. C'était surtout des associations ou des fonctionnaires des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et puis, je pense qu'avant 2014, il n'y a pas, par exemple, de document de référence qui dit « Ah, ce serait bien qu'on fasse ça un jour ». Fin de citation. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que la justice restaurative est une initiative d'acteurs extérieurs, donc, et que l'État leur répond, et que cette réponse, c'est plutôt de les laisser faire que d'adopter une politique réellement volontariste de développement de la justice restaurative. Un dernier signal intéressant des ambivalences de l'État vis-à-vis de la justice restaurative, c'est que, donc alors en ce moment, je mène avec une collègue, Sandrine Lefranc, une enquête complémentaire en fait sur la justice restaurative en France. Et donc on continue à être sur le terrain en ce moment. Et en juin 2022, on était, elle et moi, à Aix en Provence, à la cérémonie de lancement d'une expérimentation nationale de la justice restaurative à l'échelle de la juridiction. Et tout simplement, presque 10 ans après l'intégration de la justice restaurative dans le Code de procédure pénale, on peut s'interroger sur la volonté du ministère et des juridictions de continuer à considérer la justice restaurative comme une expérimentation. J'en reste à cette idée pour terminer le point sur la politique publique. Maintenant, on est en droit de se demander, du coup, si ce n'est pas une politique publique volontariste, qu'est-ce qui fait aujourd'hui tenir la justice restaurative ? Alors, spontanément, une première piste se présentait, c'était de dire peut-être qu'il y a plein de gens qui demandent des mesures, que c'est un succès fou auprès des justiciables et que ça suffit à faire vivre la justice restaurative. Sauf qu'en fait, au cours de l'enquête, je n'avais absolument rien pour confirmer ça et c'était même plutôt l'inverse. Ces justiciables, ils étaient présents nulle part aux événements publics où j'allais. J'étais perpétuellement entourée de professionnels. Et ces professionnels n'arrêtaient pas de parler de leurs difficultés à recruter. Donc ça, c'est le terme employé sur le terrain, ce n'est pas un terme que j'amène moi. Et plus spécifiquement, à recruter des victimes. Et puis, c'est passé autre chose, en fait, c'est que je suis tombée sur les chiffres des personnels formés à la justice restaurative et sur les chiffres des bénéficiaires des mesures au détour d'un rapport d'activité. Et là, j'ai trouvé une première piste sur ce qui faisait réellement tenir la justice restaurative en France. Dans ce rapport, c'est un rapport publié en mars 2018 par l'IFJR et l'ENAP, l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Ces deux structures de proue de la justice restaurative dénombrent 74 bénéficiaires de mesures restauratives entre 2014 et 2018, donc cercles, rencontres et médiations confondues. Et face à cela, ce sont 1339 personnels formés. Et en fait, c'est en partie ce fossé qui m'a conduite à tester l'hypothèse selon laquelle les premiers bénéficiaires de ce mouvement sont les professionnels des associations d'aide aux victimes et les professionnels de justice. Je fais une petite nuance. Si on prend les chiffres de l'année 2019, cet écart il se réduit. Il est beaucoup moins marqué. En fait, le nombre de formés il baisse chaque année depuis 2017 et le nombre de bénéficiaires augmente. Donc en 2019, si je cumule les chiffres de l'IFJR et de l'ARCA, ce sont 141 bénéficiaires, auteurs et victimes, comptabilisés en tout cas, pour 520 personnels formés. Donc l'écart, il se réduit, certes, mais il reste quand même de pas moins 4 fois plus de formés que de bénéficiaires.
Et à titre de comparaison, là où je réside, en Belgique francophone, ce sont la même année 2 personnes supplémentaires formées pour 1029 bénéficiaires. Donc, une conclusion intermédiaire ici, ce qui est frappant, ce qui était frappant pour moi quand on, sur le terrain, à passer du temps à étudier la justice restaurative, c'était que le public de la justice restaurative n'était pas forcément celui qu'on croit. Son public, ses bénéficiaires, apparaissaient bien moins être les victimes, auteurs, la communauté, que les professionnels du judiciaire et du parajudiciaire qui les mettent en place, qui sont en réalité, objectivement, ceux qui semblent bénéficier de la justice restaurative en plus grand nombre et sur un temps plus long. Maintenant, dernier point, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je crois que j'en ai pour 5 minutes. C'est pas... Ça va, ouais. Quoique, ouais. Tu m'arrêtes au pire et je conclue. Donc maintenant qu'on a dit ça, on peut légitimement s'interroger sur pourquoi ces professionnels des SPIP, de l'aide aux victimes, de la PJJ s'y intéressent autant. Alors là, je vais me baser sur l'analyse de leur discours en entretien. Et en fait, tout simplement, la justice restaurative, elle apporte à leur travail un nouvel outil, premièrement, mais surtout, elle apporte un supplément d'âme, un sens, un espace de critique aussi, une échappatoire, un quotidien professionnel qui est perçu comme dénaturé par la rationalisation et la managérialisation de l'activité judiciaire. Donc, pour caricaturer, en proposant de remettre de l'humain et de la réflexion dans leur travail, elle lui redonne un sens, une perspective qui s'est un peu perdue dans le quotidien professionnel actuel, où il y a une forte pression sur les personnels, où il n'y a plus le temps d'échanger avec les personnes suivies, où on utilise des grilles d'évaluation standardisées, etc., etc. Lors d'une réunion collective au sein d'un SPIP, Benoît, donc ces PIP, ce sont que des pseudos, m'explique que faire de la justice restaurative, c'est une histoire d'idéal aussi, je le cite là. Il dit, c'est une histoire d'idéal, la justice punitive apporte plein de frustration dans notre métier, et là, on trouve quelque chose pour nous enrichir, quelque chose qui donne du peps et du sens. Au SPIP d'une autre ville, Romain, lui, prend connaissance de la justice restaurative par la circulaire qui arrive dans toutes les boîtes mail et veut assister aux premières réunions qui sont organisées, mais son agenda est trop chargé. Et puis, il me dit finalement, j'ai dit oui quand même, j'ai fini par y aller, parce que, je cite, pour redonner du sens à mon métier, parce qu'à part ça, on n'a pas le temps d'avoir une casquette réinsertion. Moi, j'essaie d'être humain et on me remercie pour ça parfois. C'est triste. Fin de citation. De manière générale, quand on étudie les discours des professionnels en entretien, il y a un certain nombre de motifs qui se répètent. Donc, je ne vais pas pouvoir tous les évoquer, mais en gros, tous défendent une conception plus humaine des relations interpersonnelles et des relations entre professionnels et publics, que ceux-ci soient victimes ou qu'ils aient commis des délits ou des crimes. Et en fait, l'investissement dans la justice restaurative, dans ce cadre professionnel, en activant certaines valeurs humanistes, il participe à donner un sens à ce dernier, sens qui est constamment recherché par les enquêtés. Ça revient tout le temps, cette recherche de sens. Et parce que chez eux, le professionnel et le personnel sont emmêlés, c'est un de leurs points communs, ce n'est pas le cas de tout le monde au sein des SPIP ou de l'aide aux victimes, l'existence de ce sens professionnel, il est aussi vecteur d'épanouissement personnel. Donc en fait, cette pratique professionnelle augmentée de la justice restaurative, elle participe à la construction d'une identité positive, d'une forme de réalisation de soi, parce qu'on est aligné avec ses propres valeurs et parce qu'on vit des expériences jugées valorisantes socialement. Donc, en somme, en aidant les autres, les professionnels s'aident aussi eux-mêmes sans qu'il ne faille y voir un paradoxe ou un effet pervers. Deuxième grande raison de cet investissement,
Alors, la justice restaurative, elle entend ouvrir des espaces de dialogue entre auteurs et victimes, hein, ça on a bien compris. En fait, elle ouvre aussi des espaces de dialogue entre les professionnels. Ces espaces, ils peuvent se matérialiser dans des échanges informels ou dans des réunions ou dans des colloques ou dans des formations. Et à chaque fois, ils sont l'occasion d'arrêter le cours du temps ininterrompu des tâches quotidiennes et de prendre du recul sur l'état de sa pratique, de sa profession, de l'institution judiciaire pour laquelle on travaille, directement ou indirectement. Et donc, ils sont aussi l'occasion de la critiquer et de la contester. Et en effet, moi, je découvre au fil des entretiens, en fait, des professionnels qui vivent énormément de contradictions dans leur métier, qui en racontent les insuffisances, qui racontent aussi des formes de souffrance au travail. Pour le dire comme ça, les travailleurs du judiciaire et du parajudiciaire qui sont investis dans la justice restaurative, ils ont en commun de trouver la justice injuste. En fait, c'est en partie pour trouver des voies de sortie aux contradictions liées à leur position professionnelle et des voies d'atténuation de ces petites ou grandes souffrances professionnelles que ces travailleurs, ils sont en perpétuelle recherche d'outils, de solutions, d'ailleurs, une recherche à laquelle semble pouvoir répondre, au moins temporairement, la justice restaurative. Ces contradictions, elles sont documentées par ailleurs par les sciences sociales, hein. Donc, l'action publique, en fait, l'action publique judiciaire, c'est pas un tout cohérent, c'est un ensemble de sédiments, de couches, qui s'installent au fil des réformes successives qu'évoquent les enquêtés au cours de nos entretiens, des réformes de droite, de gauche d'ailleurs. Et toutes ces strates, en fait, sont pas forcément homogènes. Par exemple, quand on demande à une CPIP de faire de l'entretien motivationnel alors qu'elle a 120 dossiers en suivi, là, on a une contradiction. Et en fait, ce sont ces agents, les professionnels de justice et du secteur associatif partenaire, qui arbitrent et tentent de dépasser ces contradictions dans la pratique face au public, face aux personnes placées sous main de justice, aux victimes, aux justiciables. L'accumulation de ces contradictions, elle est également considérée comme un des résultats du démantèlement du service public, du démantèlement progressif du service public, qu'entraînent les différentes réformes managériales dites de modernisation de l'État depuis les années 80. Et paradoxalement, en fait, le dévouement de certains fonctionnaires à rester, à assurer une mission de service public malgré les difficultés matérielles et les compromis dont ils s'accommodent pour continuer à faire leur travail, autorise le maintien de l'État et permet à son entreprise de réforme ou de modernisation de se prolonger. C'est-à-dire qu'ils trouvent d'eux-mêmes les meilleures façons de faire afin que tiennent des situations intenables, et ce, malgré la surcharge de travail. Donc ici, en creux, et j'en conclus par là, la justice restaurative, en proposant un petit supplément d'âme ou un grand supplément d'âme à leur travail, permet de réduire la distance entre les professionnels judiciaires ou parajudiciaires et l'institution judiciaire. Et elle aussi, prise dans des logiques qui la dépassent, elle permet le maintien de cette dernière et de son entreprise dite de modernisation. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai peut-être été un peu longue. Non, c'est parfait. On a pas mal de questions et moi, je voulais juste vous partager à l'ensemble des personnes avec qui voient qui viennent ce webinaire. Moi, quand j'ai lu ta thèse, ça m'a permis de prendre un peu de recul sur ma pratique professionnelle. Ça m'a permis aussi d'en comprendre des enjeux que je ne saisissais plus, de comprendre aussi, de comprendre plutôt le système dans lequel j'étais. Et c'est en ça que je trouve que c'est particulièrement intéressant ce que tu amènes, parce que moi, à mon échelle de praticienne, je suis prise dans des logiques institutionnelles, dans des logiques du ministère de la Justice que j'ai parfois du mal à comprendre ou à cerner, voire même à m'en sortir, et c'est impossible d'ailleurs. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je souhaitais vraiment
que tu interviennes, c'était pour ça, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis l'autre chose que je trouve intéressant et que je souhaitais relever, de ce que tu viens de dire, c'était, de ce que tu as dit au-delà de tout le reste, c'était la question de l'expérimentation permanente. C'est que Oui. cette expérimentation permanente ne nous permet pas d'asseoir des pratiques professionnelles, elle nous demande tout le temps d'expérimenter, de venir valider des choses que nous ne pouvons pas valider parce qu'il n'y a jamais assez, d'espace pour venir, ne serait-ce même que mettre en place, asseoir une pratique professionnelle. Et donc depuis 10 ans, l'expérimentation permanente de la justice restaurative en France, je trouve c'est aussi un frein conséquent, à son installation, dans des politiques publiques et même ne serait-ce dans des pratiques professionnelles ou auprès des personnes. Et je dirais même par là, juste l'accès des personnes, c'est-à-dire que comme on est dans une expérimentation permanente, vous allez avoir des lieux où il va y avoir des mesures qui vont pouvoir être mises en place parce que des professionnels sont formés et il y aura un programme qui sera possible. Et puis 2 ans plus tard, ce ne sera plus possible et fin de l'expérimentation et fin Mm. finalement de l'accès aux justiciables et aux personnes, de ces mesures-là. Donc je trouve que ça donne énormément de sens parfois à des frustrations que j'aurais pu éprouver en tant que praticienne et de me dire: «OK, ça, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas en dépit de tous les efforts que je peux faire et de tout le travail qu'on peut essayer de coordonner avec lesquels que j'effectue avec les collègues». Fin de la parenthèse, Noémie et Merci. de l'IFJR. On a plein de questions. La première question qui a été posée dans le chat et que je vais te soumettre, c'était de savoir au terme de votre recherche, donc bonjour madame Griveaux, au terme de votre recherche, quels sont les axes d'amélioration qui me permettraient de développer la justice restaurative? Alors, les axes d'amélioration, donc c'est ce que j'ai dit que j'allais pas dire, mais on peut quand même en parler. Euh, En fait, je pense que là, ça vient pas tellement de la justice restaurative. Il y a deux cas enfin, bon, on est en train de parler en fait de l'avenir de la justice restaurative. Il y a deux cas de figure. Soit on reste dans le contexte matériel et symbolique actuel. Si c'est le cas, à l'IFJR, sur certains territoires, en fait, voilà, il va y avoir, là, ça fait 5-6 ans que ça repose un peu toujours sur les mêmes personnes. Donc, en fait, c'est simple, on va être confronté à des gens qui vont finir par, d'ici 1 an, 2 ans, être complètement épuisés parce que ça demande comme investissement voilà, de porter la justice restaurative. Et va se poser la question d'un changement générationnel. Est-ce que voilà, l'année prochaine, il va y avoir une relève à ces gens-là? Et en fait, il y a ici un risque majeur, c'est que ce relais, il ne se fasse pas. Donc ça, c'est ce que c'est voilà, le risque si on est toujours dans les prochaines années dans le même contexte matériel, hein, financier et symbolique. Après, on peut, mais ça, je peux pas comment dire, je peux pas le prédire. On peut penser que peut-être il va y avoir des gestes financiers ou symboliques prochainement de la part du ministère de la Justice, par exemple, et que les pouvoirs publics et puis les juridictions aussi vont générer comme ça des moyens, en fait, et puis de la légitimité qui va être possible d'embaucher, de dédier des postes à la JR, de communiquer, d'orienter. Et alors, si c'est le cas, et c'est un peu ce que disait Noémie tout à l'heure aussi, la première chose, c'est peut-être d'équilibrer l'offre sur le territoire, hein, de pouvoir harmoniser comme ça l'offre sur le territoire. Et puis, la seconde, ce serait pour la justice restaurative, et pour moi, c'est là une des clés, en fait, de son avenir, quoi, c'est de s'autonomiser et de se stabiliser, tout simplement. Enfin, il y a... enfin, bon, là, je vais peut-être pas revenir là-dessus, mais il y a besoin... non, mais ça va être un peu long, on n'a pas... ouais. Mais il y a des voies que la justice restaurative, que les assos de justice restaurative pourraient emprunter pour s'autonomiser, tout en restant financés par les autorités publiques, mais peut-être pas forcément du ministère de la Justice, peut-être du ministère de la Santé, je ne sais pas, ou de la citoyenneté. Enfin, on pourrait penser des manières voilà, plus pérennes de travailler qui vous permettraient en fait de sortir de cette expérimentation permanente, hein. Mais Ça donc, rejoint tout une dépend, voilà, l'axe d'amélioration, tout dépend je pense, des autorités publiques, en fait, tout simplement. Et ça rejoint aussi une question qui a été posée au tout début du webinaire.
et c'est une personne qui disait la chose suivante: «Si je comprends bien, d'après votre définition de la justice restaurative, celle-ci se veut remplacer complètement la justice pénale actuelle plutôt que la compléter tout en évoluant en partenariat avec elle». Donc ça, c'est une question, slash affirmation, slash, voilà. C'est peut-être aussi pour savoir toi, comment toi tu vois les choses. Ouais, non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est un discours de. Il y a des discours abolitionnistes, il y a des discours de renversement du système pénal, mais il y a aussi des discours de réforme du système pénal. Et on est plutôt dans ce dernier cas en France. La stratégie, elle est clairement elle est clairement pas abolitionniste, hein. Encore une fois, la justice restaurative a intégré le système pénal. Elle fonctionne sur une stratégie, on pourrait dire, d'entrisme, voilà, et de réforme du système pénal. Il n'y a pas de visée révolutionnaire. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, enfin une question et commentaire que je trouve chouette de partager, qui dit: «Bon, merci pour cette recherche. Vous avez mis en lumière les raisons pour lesquelles je me suis accrochée à la JR, 3 petits points. J'ai cru que vous parliez de ma situation personnelle. Et pourtant, je ne sais pas». Alors la personne s'appelle Clémence Bertin. Je ne sais pas si elle fait partie de tes enquêtés. Non. Non, Alors voilà. Donc, et donc il y avait une question c'était, pourrait-on conclure que les professionnels iraient mieux sur le terrain en plus de JR avec plus de JR et moins de management institutionnel tel qu'il est fait actuellement? alors attention, je pense que ça ne correspond pas à tout le monde, hein. Moi, il y a un biais énorme, hein. C'est que moi, je ne parle que des gens qui sont intéressés à la justice restaurative, mais il y a d'autres collègues, il y a d'autres personnes dans ces services, dans ces associations qui ne sont pas intéressées à la justice restaurative, et donc pour qui ça ne ferait rien d'avoir plus de justice restaurative. Voilà. Après, par contre, pour celles et ceux qui sont dans votre cas et qui trouvent vraiment ce supplément d'âme, on va dire, oui, bien sûr. En fait, dans un monde idéal, il y a plein de gens que je crois sur le terrain qui voudraient passer de leur 20% dédiés à la justice restaurative à 100%, ou des gens qui sont à 0% et qui voudraient avoir un mi-temps justice restaurative, hein, parce que je crois que oui, ça apporte beaucoup, beaucoup d'épanouissement en fait, professionnel et personnel. Et dans la même veine, parce qu'on y est, merci beaucoup, si les premiers bénéficiaires de la JR au moment où tu as fait, ton enquête sont les professionnels, cela voudrait donc signifier que ces mêmes professionnels sont, dans la pratique de la JR, tournés principalement vers eux-mêmes? Question. Ah, c'est marrant. Oui, alors je précisais qu'il ne fallait pas y voir d'effet pervers ou de paradoxe, hein. Je veux dire, n'importe quel... je pense que ce n'est pas exclusif. Déjà, ce n'est pas exclusif de s'aider soi-même et d'aider les autres. Au contraire, d'ailleurs, c'est même peut-être une bonne chose que de faire les deux en même temps. Et puis, il n'y a aucune étude en sciences sociales sur le monde de l'humanitaire ou le secteur associatif qui va vous dire l'inverse, en fait, quoi, qui va vous dire qu'il n'y a pas effectivement des motifs, des rétributions personnelles à l'engagement qui font que les gens y vont, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Au-delà de la justice restaurative, dans le monde associatif et dans le monde humanitaire de manière générale. C'est pas grave, quoi. Oui, il y a un petit côté... oui, pas grave. Alors, C'était bien tourné la question. ensuite, la question, c'était de savoir, je ne sais pas si tu peux y répondre après, le soutien politique pour le développement de la justice restaurative est-il différent pour la justice des mineurs? Oui, alors j'ai pas assez d'éléments pour répondre à ça. J'ai juste des premières un peu observations sur le terrain. Et la seule chose que j'ai pu voir pour l'instant, c'est la différence entre la direction de l'administration pénitentiaire et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Et si effectivement je prends les politiques de ces deux directions-là, il semblerait que la DPJJ ait une politique plus volontariste, oui, que la DAP aujourd'hui par rapport à la justice restaurative. OK. Et après, il y a j'essaye de voir d'autres questions dans le chat. Alors, il y a aussi une question qui a été posée, qui était de savoir, enfin, qui disait, attends 2 secondes. Alors, merci beaucoup, c'était très instructif et peut-on avoir accès à votre thèse? A-t-elle été publiée? Ça, c'est aussi une question qui a été posée. Alors, elle n'a pas encore été publiée. J'attends une réponse d'un éditeur
en ce moment même. Après, elle est au-delà de la thèse en elle-même. Il faut encore que j'écrive des articles issus des résultats de la thèse. Eux, ils seront disponibles sur Internet, en fait, gratuitement, voilà. C'est vrai que le processus de rédaction de ces articles, il prend du temps. Et puis même d'ailleurs, si j'ai un accord d'un éditeur pour la thèse, ça veut dire qu'il faut la remanier un peu. Donc c'est pareil, ça prend du temps. Mais l'espoir, c'est que ça soit publié quand même, qu'il y ait des choses accessibles gratuitement pour tout le monde d'ici l'année prochaine. Il y a une autre dernière question, puis après on va clôturer parce que on essaye de respecter l'horaire du déjeuner. Donc c'est bonjour, merci pour votre travail. Nous ne pouvons pas imaginer la JR se diffuser dans d'autres secteurs que le judiciaire, éducatif, médiation sociale et familiale, ASE, dépendance, etc. Voilà. Je pense ne pouvons Ouais, pas c'est la question, imaginer c'est est-ce qu'on peut Ouais. l'imaginer? Oui, c'est ça. Oui, oui, mais bien sûr qu'on peut l'imaginer. Enfin, après, moi, c'est pas moi, encore une fois, c'est pas à moi de dire si c'est bien ou mal, s'il faut le faire ou il faut pas le faire. Mais la réalité est que ça existe déjà, en fait, en dehors de l'institution judiciaire. Il y avait, je sais plus, par hasard, il y a quelqu'un qui écrivait sur le chat, et puis j'ai regardé à ce moment-là qu'elle en faisait à son école. C'est pas, pas de la justice restaurative juste parce que c'est hors du protocole de l'IFJR ou parce que c'est hors du champ pénal, ou parce que c'est hors du champ pénal. Il y a de la justice restaurative, oui, ailleurs. Et je le mentionnais un peu tout à l'heure, et y compris voilà, au travers de ce que fait Question de justice notamment. Vous pouvez peut-être regarder sur le site de l'association un peu ce qu'ils font. Super, ben, merci beaucoup en tout cas. Merci de t'être rendu disponible pour ce webinaire. Donc, pour tout le monde, il sera disponible en replay. S'il y a des précisions sur lesquelles on n'a pas répondu, on va vous faire une foire aux questions comme on fait d'habitude. Le webinaire sera disponible sur YouTube. Et puis, ben, on en a un autre qui va arriver, mais ce sera un webinaire qui sera plutôt grand public sur c'est quoi la justice restaurative, parce qu'on arrive à un moment où peut-être qu'il y aura besoin de la part du grand public d'avoir ces informations-là. Donc, c'est prévu à peu près pour avril ou pour mai. Ça va dépendre de nos capacités à l'Institut à pouvoir nous mobiliser pour organiser ça. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu présent. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir accepté. Merci à tout le monde pour vos questions et merci à l'IFJR pour cette invitation. Merci à toute Noémie pour la médiation. Avec plaisir. Puis bon après-midi tout le monde. Bon après-midi.